Et ici, vous allez reconnaître en studio notre invité Patrick Bonnet de Greenpeace. Bonjour, Monsieur Bonnet. Bonjour. Alors, la situation, est-ce qu'on adopte un ton trop alarmiste? Est-ce qu'elle est alarmante? Est-ce qu'on voit ce qu'on vit en ce moment dans l'Amazonie? Bien, c'est en effet alarmant et aussi c'est une situation mondiale. Donc, aux quatre coins du globe, on a entre autres le réchauffement planétaire qui vient intensifier les feux de forêt. On a été frappé également au Canada, souvenez-vous de Fort McMurray par exemple, ou en Colombie-Britannique plus récemment. Donc, c'est un phénomène qu'on sait qui est interrelié avec les changements climatiques. Ouais. On a un risque d'augmentation de l'intensité. Et évidemment, il faut, si on est sérieux et si on veut limiter justement le réchauffement planétaire à 1,5 degré Celsius, il faut cesser la déforestation. Et c'est malheureusement pas le cas actuellement en Amazonie. Et ce, depuis de nombreuses années. C'est pas récent, mais cette année, c'est particulièrement inquiétant. Parce que ça fait comme une cinquantaine d'années, parce que je lisais certaines statistiques, on dit que l'Amazonie a perdu à peu près 20 de sa densité en l'espace de 50 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on cultive là? Qu'est-ce qu'on fait? Bien, une grande partie de ce qu'on a vu comme déforestation, c'est entre autres des brûlis qui servent à créer des pâturages pour, entre autres, la culture de céréales, beaucoup de bétail également. Donc, beaucoup de cette culture-là vient pour l'alimentation avec une augmentation de la consommation de viande au niveau international. Il y a également de la déforestation qui se fait, qui est évidemment très préoccupante avec des brûlis de souche qui mènent à une augmentation. Et la plupart des feux qu'on voit actuellement, en fait, ce sont des feux justement par des agriculteurs, des propriétaires terriens qui perdent le contrôle sur le feu et qui donc se propagent au niveau de la forêt. Et évidemment, il y a des phénomènes là-dedans où on a des émissions de gaz à effet de serre qui viennent avec le brûlement littéralement de la forêt. Donc, on a un phénomène où on contribue à l'augmentation de la température planétaire, contribue à l'augmentation de l'intensité des feux de forêt, contribue à davantage de sécheresse également, donc de plus grands risques de feu. Et il y a aussi tout au niveau du régime des pluies, où lorsqu'on a de la déforestation, on a un changement au niveau de l'humidité dans l'air, donc qui vient également contribuer dans certains cas à l'augmentation de la sécheresse. Ça vient nous chercher lorsqu'on voit ces images-là, parce que souvent, en fait, toujours, on présente l'Amazonie comme le poumon de la planète. Pourquoi, justement, on présente ce territoire-là comme étant le poumon de la planète? Qu'est-ce qu'il représente? En quoi il est si important pour l'environnement? Bien, en termes de climat planétaire, évidemment, c'est un puits de carbone, donc contient beaucoup de carbone dans le bois, entre autres dans la matière végétale. Et ça, c'est du carbone qui, s'il est brûlé, se retrouve dans l'atmosphère sous forme de CO2, contribue au réchauffement planétaire. C'est aussi au niveau de la biodiversité, évidemment, ce qu'on appelle un hotspot ou un endroit clé au niveau planétaire. Lorsqu'il y a des impacts, lorsqu'il y a des feux de forêt, oui, il y a des impacts sur les changements climatiques, mais d'énormes impacts sur la biodiversité, avec une autre crise dont on parle pas suffisamment, malheureusement, qui est celle de la biodiversité. Et là, l'Amazonie, c'est un point central. Il faut augmenter le couvert forestier, augmenter la préservation. Et actuellement, malheureusement, on voit le contraire qui se produit. Est-ce que c'est une aire protégée? Bien, il y a au niveau local, en fait régional, national plutôt, de la protection de certains territoires. Ce n'est pas un territoire international de protection de l'Amazonie. Donc, c'est une souveraineté de la part du Brésil. Et évidemment, là, on a une inquiétude parce que c'est un phénomène planétaire. Les changements climatiques n'ont pas de frontières. Et le plus grand rôle que le Brésil a à jouer au niveau de la lutte contre les changements climatiques, la protection de la biodiversité, c'est de s'assurer justement que cette forêt-là, elle soit préservée, qu'on arrête la déforestation. Et malheureusement, le gouvernement actuel s'en va littéralement dans le sens contraire, avec un affaiblissement de la réglementation environnementale, avec des coupures au niveau du budget de l'environnement, avec des chiffres également qui sont extrêmement difficiles à obtenir quant à l'état de la situation, où vous avez des ONG, des scientifiques qui présentent des chiffres qui ne concordent pas du tout avec les prétentions du gouvernement. Oui, mais on dit ce gouvernement-ci, sauf que ça fait quand même 50 ans qu'on se préoccupe du cas de l'Amazonie. Est-ce qu'il y a eu un relâchement de la part de tous les gouvernements qui ont précédé? Est-ce que ça a déjà été finalement une priorité que de s'assurer de la santé de ce territoire-là? Il y a eu beaucoup de variabilité d'un gouvernement à l'autre, certains étant plus progressistes que d'autres, certains respectant davantage les droits des Premières Nations, qui souvent sont les gardiens de la forêt. Oui, parce qu'il y a des gens qui habitent ce territoire-là. Il y a des millions de personnes qui habitent ce territoire-là. Et qui revendiquent également le droit de contrôle de ce territoire-là, ancestral pour eux. Et souvent,
eux, vont habiter la forêt, survivre et s'approvisionner au sein de la forêt et assurer justement une gestion plus efficace. Actuellement, le gouvernement va plutôt dans le sens contraire. Donc, on a des incursions en territoire des Premières Nations. On a des entreprises également. Donc, c'est pas juste le gouvernement, mais aussi les entreprises, évidemment, qui poussent pour davantage d'occupation du territoire, davantage de déforestation, qui vont proposer des produits, justement, qui contribuent à l'augmentation de la déforestation. Mais le gouvernement actuel, clairement, il y a un virage inquiétant, reconnu comme étant un climato-sceptique qui ne croit pas à la science des changements climatiques, qui veut ouvrir le territoire sous prétexte économique avec des conséquences environnementales et aussi humaines, hein, parce qu'au niveau de la santé, on voit les villes sont extrêmement polluées, on ne voit presque pas le soleil dans certains cas, donc ça a des impacts énormes sur la santé et ça alarme également plusieurs villes ou populations qui, pour qui, en Amazonie, en fait au Brésil, pardon, pour qui les feux de forêt étaient lointains, maintenant ils voient les conséquences, comme on l'avait ici au Canada au niveau de la qualité de l'air. D'ailleurs, le couvert de fumée que l'on voit présentement sur le Brésil, il a dépassé même les limites du pays. Il recouvre à peu près tout le Brésil. Avant de faire une courte pause, on va se rendre au téléphone, discuter avec Stéphane Messier qui nous appelle de Bedford. Bonjour, Monsieur Messier. Bonjour, madame. Bon, alors, vous en pensez quoi? Ben, moi, j'en pense que tous ces grands pays, ces grands gouvernements-là, tant que c'est le temps d'acheter des avions de chasse pour faire la guerre à 50 millions US d'unités ou à 100 millions, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est le temps d'avoir des avions, entre autres, qui ont été inventés au Québec, qu'on a vendus aux Anglais en Colombie-Britannique, pour éteindre des incendies, des CL-215 ou des CL-415, à ce moment-là, ça, sont pas capables, en tant que visionnaire, hein, en tant que dirigeant visionnaire, d'en acheter. Je comprends pas rien. Même les États-Unis, en Californie, votre invité l'a dit il y a quelques années, il y a eu des grosses incendies, là, puis la plus grosse force de frappe militaire au monde, les États-Unis, sont pas capables d'éteindre des feux. J'en reviens pas, je comprends pas. En dessous de tout ça, toutes ces terres-là vont être utilisées après ça par des grands de ce monde, comme Monsanto et autres, pour cultiver du soya. Puis c'est bien triste, ma chère dame. Félicitations pour votre émission. Merci beaucoup. Ça fait du bien d'avoir du nouveau monde comme vous. Merci. Moi, je vous dirais que ça fait du bien de parler de certains enjeux sociaux. Merci beaucoup, Monsieur Messier. Alors, oui, on voit que ça suscite l'inquiétude quand même, ce qui se passe là-bas, de bon nombre de nos téléspectateurs. Monsieur se questionnait à savoir pourquoi on n'est pas en mesure de faire face à une menace comme celle-là, alors qu'on a investi des millions, des milliards en matière de défense, entre guillemets. Il y avait Monsieur Bolsonaro, le président, qui disait cette semaine, on n'a pas vraiment les moyens de s'attaquer à ça. L'Amazonie, c'est immense, c'est un immense territoire, mais on n'a pas les moyens de le protéger et d'envoyer des effectifs en nombre assez suffisant pour éteindre ces brasiers-là. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'au contraire, on a tout intérêt, justement, à augmenter le couvert forestier, à protéger les forêts, encore une fois, protéger les vieilles forêts anciennes, parce qu'on le voit, là, entre autres, au niveau des impacts des changements climatiques, il y a une augmentation, il y a des coûts pour la société, des coûts de santé également, et la perte de la biodiversité, on est impacté, nous, comme êtres humains. Pensez, par exemple, aux abeilles, qui n'est pas applicable au cas de l'Amazonie, mais on sait très bien qu'on est dépendant d'une biodiversité en forme, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc, il faut voir ça plutôt comme des investissements, mais évidemment, on a une réalité où on a une vision économique à court terme, souvent, et ça s'applique aussi à nos gouvernements ici, aux gouvernements industrialisés, qui fait en sorte que c'est un appât du gain, alors que quand on parle de changement climatique, de protection de la biodiversité, il faut avoir une vision à long terme. Et là, on a ici un problème également. On parlait de la cohérence de la part de nos gouvernements. Eh bien, vous avez au Canada, par exemple, un gouvernement, enfin, un pays où on est parmi les 10 plus grands pays en termes de pollution par habitant au pays. On n'est pas en voie d'atteindre nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Le Canada est le dernier des pays au niveau du G7 en termes de protection du territoire. Donc, on a aussi des devoirs à faire et c'est difficile pour la communauté internationale de critiquer le Brésil lorsque des pays industrialisés responsables des émissions historiques au niveau des gaz à effet de serre n'ont pas de plan, ne sont pas crédibles dans la lutte au changement climatique et la protection de la biodiversité. Aujourd'hui, on se sert de ce qui se passe en Amazonie, ces feux de forêt en Amazonie, pour tâter le terrain, pour vous demander à la maison ce que vous en pensez, comment vous réagissez face à ces catastrophes qui frappent la planète. On sait qu'il y a d'importants feux de forêt qui ravagent
davantage l'Amazonie. L'Amazonie qui est un immense territoire. Regardez, on en parlait tout juste avant la pause de l'importance de ce territoire-là. Ça a 3 fois la superficie du Québec. La forêt amazonienne, c'est plus de 5 millions de kilomètres carrés. On y produit 20 de notre oxygène sur la planète entière. On y retrouve 20 de l'eau douce de la planète et de 50 à 70 de la diversité mondiale. Alors, avec nous en studio, pour interagir avec vous, gens du public de Greenpeace, Patrick Bonnin. À nouveau, bonjour, Monsieur Bonnin. Bonjour. On va tout de suite se rendre au téléphone. C'est Loïc Rossignol qui nous attend, qui nous appelle de Montréal. Bonjour, Monsieur Rossignol. Oui, bonjour. Oui, surtout après avoir vu les chiffres que vous venez de montrer, là, ça m'inquiète beaucoup, beaucoup. C'est effrayant, ça fait peur. Alors, je suis très inquiet parce que c'est reconnu comme le poumon de la Terre. Mais il y a une autre affaire aussi qui, en même temps, puis ça touche les mêmes sujets des feux de forêt. Regardez, à chaque année, souvent des feux au Portugal, en Espagne, en Italie. Puis là, avec ça, là, je comprends pas. Je suis d'accord avec Stéphane qui a appelé tout à l'heure. Monsieur Messier, ben oui. Que les gouvernements n'achètent pas d'avions citernes. C'est vraiment aberrant. Pourtant, c'est facile d'acheter des avions citernes. Qu'est-ce qui arrive? Là? Ils devraient faire des pressions. Ils dépensent tellement d'argent sur les armements que ça, les avions citernes, je pense, c'est une des solutions très, très importantes. C'est vraiment aberrant. Ouais. Ben, merci beaucoup de votre appel, Monsieur Rossignol. Merci beaucoup. Là-dessus, je vous mentionne au passage qu'il y a la ministre des Relations internationales, Nadine Giraud, qui a contacté Affaires mondiales Canada justement dans le but de signaler l'intérêt du gouvernement du Québec pour la coordination d'une aide éventuelle. Elle disait, entre autres, qu'on a une expertise unique et si le Brésil en fait la demande, bien, le Québec pourra certainement évaluer le rôle qu'il pourrait jouer au sein de la réponse canadienne. Je ne sais pas si à ce moment-ci, on a la réaction du ministre aussi de l'Environnement, Benoît Charette, parce qu'on l'a questionné ce matin, M. Charette, alors qu'il participait à un point de presse à Longueuil. Et justement, on lui a demandé est-ce que ce serait pas possible pour le Québec d'apporter une aide donc au Brésil pour pouvoir prêter main forte et faire en sorte que la situation se résorbe. La voici sa réponse. Tout l'enjeu important, c'est bien vrai. On voit qu'à travers le monde, il y a plusieurs dirigeants politiques qui s'inquiètent de la situation. Je suis de celles et ceux qui sont inquiets, effectivement. Pour ce qui est de la contribution éventuelle du Québec, on attend dans des circonstances semblables qu'il y ait une demande formelle qui soit adressée. Nous n'en avons pas reçu. Le président brésilien lui-même a rejeté toute forme d'aide à ce moment-ci, ce qui est sans doute déplorable, mais on va espérer par contre que la pression internationale permette de sensibiliser ce dirigeant à l'importance de la forêt amazonienne pour l'ensemble de notre planète. Bien, voyons voir maintenant ce qu'en pensent nos téléspectateurs. Michel Daigneault nous appelle de Saint-Eustache. Bonjour, Monsieur Daigneault. Oui, bonjour à vous deux. Bon, alors, vous en pensez quoi? Bien, les incendies, entre autres causés par la sécheresse, éliminent des zones d'ombrage qui causent plus de zones desséchées, propices aux incendies également. Donc, puis on sacrifie l'environnement mondial pour une partie de l'économie d'une région. Puis ce personnage parle de respect mutuel quand il laisse brûler l'un des poumons de la planète. Puis est-ce que l'ONU, Greenpeace, compte se rendre sur place pour négocier un arrêt de la destruction bolsonarienne et pour contrer ces illuminés? Pour notre avenir collectif, ça démontre l'urgence pour les Montréalais de réélire la mairesse, pour lui permettre non seulement de terminer le projet de parc dans le West Island, mais également de trouver une autre location pour créer un autre parc d'envergure. Parce que contrairement à elle, la majorité d'élus, comme une collusion intellectuelle, se base toujours sur les pouvoirs de taxation qui détruisent nos forêts, nos boisés partout au pays, ainsi qu'à Oka, où ce personnage veut empêcher le grand chef non seulement de préserver des espaces verts, mais en plus, il veut participer aux négociations, mais de reconnaître qu'il y a urgence. Merci beaucoup. On comprend votre point de vue. On va revenir à la situation amazonienne, à l'importance des espaces verts, parce que M. Daigneault interpellait directement Greenpeace à savoir qu'est-ce qu'on va faire. Quel geste on va poser? Est-ce que vous faites des représentations, justement, Greenpeace, auprès de ces gouvernements
en l'occurrence le gouvernement brésilien. Est-ce qu'on milite? Quelle action on prend en ce moment, on fait? Bien, Greenpeace, on est dans plusieurs pays. On a évidemment un bureau au Brésil. Ça fait 25 ans essentiellement qu'on travaille avec les communautés à documenter, à faire des recherches, à appuyer justement parce que, vous avez raison, la déforestation, ce n'est pas récent. On a une augmentation cette année du nombre de feux, dépendamment des chiffres, de 80 à 150 plus de feux comparativement à certaines années antérieures. Donc, c'est préoccupant. Et évidemment, on milite aussi au niveau international parce que c'est un enjeu qui interpelle plusieurs pays. Donc, on met de la pression à travers l'ensemble des réseaux. Mais également, on se préoccupe de ce qui se passe, par exemple, au G7, avec les autres pays, avec même les nations comme le Québec, qui, eux aussi, ont un rôle. Donc, c'est facile de dire le Québec est prêt. En fait, c'est intéressant que le Québec propose de l'aide pour le Brésil, mais quand on regarde la réalité au Québec au niveau du nombre d'aires protégées, on n'est pas en voie d'atteindre et de respecter nos engagements internationaux. En termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est la même chose, et ce, autant pour le Québec que le Canada. Donc, pour nous, c'est important de continuer de s'assurer que l'ensemble des pays soient cohérents vers la protection de la biodiversité, la lutte contre les changements climatiques. Donc, ce n'est pas juste le Brésil, mais évidemment, c'est préoccupant le Brésil et on continue. On va faire de la pression au niveau international parce que M. Bolsonaro est extrêmement inquiétant avec ses nouvelles politiques et surtout avec son approche face aux ONG, où on a actuellement des fonds, par exemple, internationaux qui allaient pour aider des ONG à travailler sur le terrain, à lutter contre les feux de forêt, travailler avec les communautés. Ces fonds-là ont été coupés par M. Bolsonaro. Voilà qui répond à la question de M. Daigneault. On retourne au téléphone. Robert Pépin nous appelle de Québec. Bonjour, M. Pépin. Bonjour. Regardez, moi, je me demande, là, au niveau de la diplomatie, là, je ne suis pas en train de s'apercevoir. Regardez, monsieur, votre invité, qu'est-ce qui arrive, il parle beaucoup de diplomatie, de parler. Le chef d'État du Brésil, là, ils allument, ils demandent à des gens d'allumer, comme en Bolivie. On a des problèmes, là, où est-ce qu'on va finir un jour par arriver et dire qu'il faut créer des zones internationales de pays, d'arriver puis de gérer, regardez, en ce moment, on a des gouvernements qui discutent, puis on lutte, mais on a des gens qui sont pas intéressés à communiquer. Puis le bien-être de la planète, c'est le bien-être de leur propre pays, leur propre bien-être comme chef d'État. Ouais. Alors, il va arriver un temps où c'est qu'on va arrêter de comme vous prenez la Chine, la Russie, tout ça, où est-ce que c'est que leur intérêt, c'est tout simplement de gérer pour eux. Mais il va arriver un temps où ça c'est que la planète va falloir qu'on arrive, qu'on dise c'est fini. C'est assez. C'est fini. Mais on prend les Nations Unies, font pas grand-chose. Ben, Monsieur Pépin, merci beaucoup. C'est vrai que c'est difficile, je veux dire, le Brésil, Monsieur Bolsonaro, ce qui se passe, ça se passe chez lui, comment on peut intervenir sur son territoire, comment on peut le forcer à agir, à réagir. Et là, on parle du Brésil, mais la déforestation, ça ne préoccupe pas que le Brésil, ça se fait un peu partout à travers la planète. Je ne sais pas, est-ce qu'il existe une sorte de chien de garde? On a l'ONU qui va s'intéresser à des enjeux aussi. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu le sens de la question de M. Pépin. À un moment donné, il faut que ça suffise. Et qui va pouvoir imposer finalement à certains dirigeants des façons de faire, des pratiques environnementales un peu plus meilleur, finalement? Bien, en fait, ce qu'on demande, c'est entre autres que les pays adoptent de la réglementation et des politiques faisant en sorte de s'assurer que les approvisionnements, les achats, par exemple, respectent justement les droits des Premières Nations, ne contribuent pas à l'augmentation de la déforestation, que cette information-là soit accessible également pour les consommateurs, parce que quand on parle, par exemple, de l'enjeu de la consommation de viande, bien, les gens doivent comprendre justement qu'il y a une dimension de changement climatique dans leur viande rouge, et ça, le gouvernement a un rôle au niveau de l'éducation de ces populations également. Donc, on doit devenir exemplaire dans tous les domaines. Et actuellement, il y a des conventions sur les changements climatiques, sur la biodiversité. Il y a des engagements de la part des pays qui ne sont pour la plupart pas respectés. Donc, il faut s'assurer de mettre de la pression aussi sur nos propres gouvernements. Et quand on parle, encore une fois, que ce soit Québec ou Canada, on ne donne pas un bon exemple. On ne peut pas pointer du doigt actuellement en Amazonie parce qu'ici même, avec la forêt boréale, on ne la gère pas correctement. Et on est déjà aussi nous-mêmes frappés par une
une intensification de certains feux de forêt. On retourne au téléphone. Jamba Iowe nous appelle d'Ottawa. Bonjour. Bonjour madame, je voudrais tout simplement apporter une contribution et quelques éclaircissements. Je vous demanderai de faire un peu attention. Je suis congolais de la RDC. Oui. Je connais la forêt équatoriale. J'y ai séjourné pendant 2 ans. Je voudrais tout simplement vous dire que d'abord, celui qui a intervenu auparavant, il a dit, voilà, à cause de la sécheresse, il a invoqué entre autres cette raison-là. La forêt équatoriale ne brûle jamais, pour 2 raisons. La forêt équatoriale génère elle-même son propre réseau d'eau. Ça veut dire que lorsqu'il fait chaud comme il fait chaud ici au Canada, les forêts brûlent, il pleut dans la forêt équatoriale. Et le humus qui se trouve sous les arbres empêche que ça brûle. C'est pourquoi parfois quand vous voyez les forêts africaines ou les savanes, lorsqu'on les brûle, l'herbe brûle, mais les arbres ne brûlent pas. Ça c'est important qu'il faille savoir. Parce que la forêt amazonienne qui brûle a été brûlée volontairement à cause du fait que Bolsonaro veut avoir des terrains. Et c'est là maintenant que nous avons des langages hypocrites. La France coupe les forêts en Afrique tous les jours, elle coupe au Congo-Kinshasa, elle coupe les forêts en Centrafrique, elle coupe les forêts au Cameroun, elle coupe les forêts en Côte d'Ivoire. Cet effet de couper aussi les arbres est aussi équivalent à l'effet de brûler les forêts. Ça, c'est une chose. Il y a la Banque mondiale qui a organisé... Excusez-moi, madame. Non, 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 c'est correct. On sent que vous avez à cœur ce sujet. Et avec quelqu'un qui vient de là. La Banque mondiale a organisé aussi la vente des forêts africaines, principalement celles du Congo, à des pays comme la Grande-Bretagne, la France et les autres pays d'Europe, l'Allemagne. Vous vous rendez compte que vous trouvez dans Bolsonaro, que je n'aime pas, donc pour la politique, un bouc émissaire alors que la France détruit. Regardez seulement sur Internet les compagnies françaises qui coupent les arbres en République démocratique du Congo, Congo-Brazzaville et en Côte d'Ivoire. Monsieur Yoé, on comprend votre point de vue et dans le fond, vous trouvez que la France n'est pas nécessairement très bien placée pour faire la leçon en la matière. Écoutez, on vous remercie beaucoup. On va devoir faire une courte pause. Le temps file. On est avec vous jusqu'à 13h30. On vous rappelle qu'on se sert donc de ce qui se passe en ce moment en Amazonie, ces feux de forêt qui sont déclarés dans la forêt amazonienne, pour vous demander, est-ce que ça vous préoccupe, cette situation-là? Est-ce que ce qu'on fait de notre planète, ça vous inquiète, ça vous exaspère? Est-ce qu'on doit changer nos comportements? Qui on doit interpeller? À qui la responsabilité? Voyez, on parle d'environnement au sens large ce midi. Vous êtes déjà nombreux au bout du fil. Accrochez-vous, on va aller vous parler. Alors, voyez les numéros qui apparaissent à l'écran. Vous pouvez nous rejoindre, que vous nous appeliez d'ici, de Montréal, de partout à travers le Québec et le Canada. Et vous pouvez également nous écrire à période de questions@radio-canada.ca. On se dit à tout de suite. Rien ne présageait ce qui allait se produire. J'étais là, suspendu entre la vie et la mort. Toutes les charges d'auto se sont mises à péter. Et à ce moment-là, on a une rupture explosive. Comment ces drames ont-ils été vécus? Vivants ou morts, il fallait absolument les retrouver. Ce n'est pas le premier SOS de l'histoire, mais c'est certainement le plus célèbre. Chose certaine, ils ont marqué l'imaginaire collectif. Hors de contrôle, au grand reportage du 26 au 30 août 20h. Ici RDI. Il y a quelques mois, l'arthrite de Michel avait tellement empiré qu'il ne pouvait plus utiliser les escaliers. C'est alors que notre fils aîné a pris cette décision pour nous. Maman, papa, vous devez vous munir d'un monte-escalier Acorn. On ne voulait pas déménager de la maison familiale parce que Michel avait de la difficulté avec les escaliers. Le technicien qui a pris les mesures pour notre monte-escalier Acorn était génial. Dans notre cas, l'installation s'est faite dès le lendemain et sans perte de temps. Ça s'est fait sans aucun désordre et il nous a donné toutes les informations nécessaires. C'est merveilleux quand nos petits-enfants nous visitent maintenant. Voir Michel capable de s'amuser avec eux, comme le grand garçon qu'il est, signifie beaucoup pour nous tous. On aurait dû le faire depuis longtemps. Je ne puis dire à quel point notre monte-escalier Acorn a changé notre vie, particulièrement celle de Michel. Mais le plus important, nous pouvons rester dans notre chère maison. C'est notre chez nous, c'est notre vie. Merci Acorn. Soyez à la hauteur avec un monte-escalier Acorn. Téléphonez au numéro apparaissant à l'écran pour une estimation gratuite. Les actionnaires d'Air Transat se sont prononcés à 95 % en faveur de la vente de l'entreprise à Air Canada. Le gouvernement fédéral doit maintenant se prononcer.
Justin Trudeau est en route vers Biarritz en France pour participer au sommet du G7. La rencontre risque d'être dominée par les tensions internationales. La chauffeuse d'Aussi Transpo, qui est entrée en collision avec un abribus en janvier dernier, fait face à 38 chefs d'accusation. À Québec, une enquête tentera de faire la lumière sur l'effondrement partiel d'un viaduc en construction survenu hier soir. La forêt amazonienne continue de brûler. Le président brésilien est sous le feu des critiques au Brésil comme dans le monde. Vous êtes à ICI, RDI. Je veux un camion sans compromis. Un camion haut de gamme qui est capable d'en prendre. Un camion puissant, audacieux et innovateur. Un camion qui est aussi polyvalent que moi. Obtenez 0% de financement pendant 72 mois sur le Sierra 2019. J'avancerai, guidé par le désir. Passerai du noir à l'illumination. J'irai sans regret. Sans regret. Oh, sans regret. Au Smile Shop, on crée des sourires. C'est là où vous obtenez une image 3D gratuite de votre sourire. Ensuite, nous vous livrons vos aligneurs clairs personnalisés pour seulement 99 $ par mois. Réservez votre visite gratuite à smiledirectclub.ca. Vivez l'expérience Montego Resto Club. Rebonjour, re-bienvenue à la période de questions. Donc aujourd'hui, ce qui se passe en Amazonie, ces feux de forêt qui ont été allumés, qui continuent de faire rage depuis quelques semaines maintenant. Est-ce que ça vous inquiète? Vous en pensez quoi? Il y a une jeune femme qui nous a écrit, Maude Larocque-Desgagnés. Elle a 16 ans et son propos s'articule de la sorte. Elle dit « Je fais partie de la génération verte. Et si en fait tout continue dans le mauvais sens pour l'environnement, c'est notre génération qui allons devoir gérer tous ces problèmes. » Elle dit « Je trouve ça absurde. Lorsque Notre-Dame de Paris a brûlé, ça a pris moins de 24 heures pour avoir l'attention, les yeux des médias, la population, le soutien, les fonds disponibles, alors que pour l'Amazonie, ça fait 20 jours que ça brûle. Contrairement à Notre-Dame de Paris, l'Amazonie ne peut être reconstruite. Alors, c'est Maude Larocque-Desgagnés, 16 ans, qui nous écrit ce midi. Patrick Bonin de Greenpeace, j'aimerais vous faire réagir à un commentaire comme celui-là. Elle a tout à fait raison. C'est souvent ce qu'on dit, les forêts, ce sont nos cathédrales naturelles. Donc, on n'a pas cette réaction encore de sauvegarde et d'investissement majeur. On sait, lorsque la cathédrale brûle, mais nos forêts, elles brûlent. Nos forêts, elles ne sont pas suffisamment bien protégées. Il faut garder en tête que c'est la prévention toujours qui est le mieux. Et actuellement, pour éviter un feu de forêt, évidemment, il faut s'assurer de bien gérer nos forêts. Et ce n'est pas le cas au Canada. Et c'est ça qui est préoccupant. C'est l'hypocrisie de la part de nos gouvernements actuellement qui sont en train de pointer du doigt M. Bolsonaro, qui a ses torts, on s'entend là-dessus, complètement. Ils n'ont rien fait pour protéger les forêts, pour arrêter la déforestation, pour sensibiliser, entre autres, les propriétaires terriens au risque d'utiliser le feu comme brûlis ou autre. Donc, il a une grande part de responsabilité. Mais nous aussi, on doit agir. Et devant le résultat que l'on a, devant ces forêts qui ont été anéanties par les incendies, ça peut prendre des années, mais des décennies avant de pouvoir effacer les traces, les cicatrices laissées par ces feux de forêt-là. Et, tout à fait. Ça ne se renouvelle pas comme ça, une forêt. Une cathédrale, on la rebâtit, mais des feux comme ça... Et on peut voir des changements parfois dans les régimes également, où vous avez de l'assèchement qui se produit, ou même dans certaines régions, ça peut être difficile que la forêt revienne en raison aussi de l'interaction avec les changements climatiques. Donc, il faut en être conscient. Et quand on parle de forêts anciennes aussi, c'est ça qu'il faut protéger prioritairement. Et il y a plusieurs pays qui n'ont pas de politique sur là-dessus. Et on coupe encore des forêts anciennes qui ont pris justement parfois des centaines d'années avant d'arriver à leur stade actuel. Charlotte Trépanier nous appelle de Sainte-Agathe-des-Monts. Bonjour, Madame Trépanier. Bonjour. L'intervenant avant moi m'a pris la parole de la bouche en partie, mais je pense que... J'ai écouté un reportage hier, je ne sais pas si c'était en anglais ou en français, étant bilingue, là, j'ai passé d'un réseau à l'autre, et on disait que ces feux-là avaient été allumés volontairement.
Oui. Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend très bien. Oui. On Continuez. dirait qu'il y avait un millier de feux, d'endroits où on avait vraiment brûlé intentionnellement. Alors qu'on demande de l'aide des autres pays, là, voyons, on tourne en rond parce qu'on disait que c'était pour faire des terrains cultivables, en somme, de ce que j'ai pu comprendre. Mais moi, il y a une autre chose au sujet de l'environnement qui me dérange beaucoup et que je questionne. Ce sont ces envolées dans l'espace. Je remarque qu'après ces envolées, bien souvent, on a de grands changements climatiques. Alors, je me demande à quel point ça peut affecter notre planète. Bien, merci beaucoup, Mme Trépanier. Je vais diriger votre question vers M. Bonnet de Greenpeace. Bien, je ne suis pas certain de bien comprendre la question sur les envolées. Ce qui est certain, c'est qu'au niveau du trafic aérien, l'augmentation du trafic, c'est près de 3 des émissions de gaz à effet de serre qui proviennent de l'aviation, qui n'est pas vraiment réglementée, qui n'est pas dans l'accord de Paris sur le climat, avec une augmentation prévue de 300 à 700 d'ici 2050 au niveau de l'aviation internationale, évidemment avec un prix sur le carbone qui n'est pas suffisant au niveau de l'aviation. Donc, il faut s'y attaquer, ça c'est certain, et ça contribue en effet au changement climatique. C'est un phénomène dont on parle de plus en plus. Lorsqu'il faut réduire nos émissions, les couper de moitié d'ici 2030, c'est ce que la science dit au niveau du CO2, au niveau mondial. Tous les secteurs sont appelés, évidemment, à réduire leurs émissions. L'aviation en fait partie. Et parlons aussi de la forêt. La forêt, on le sait, tous les scénarios exigent qu'on augmente le couvert forestier, la séquestration du carbone, la captation du carbone par les forêts, si on veut espérer limiter le réchauffement sous les 2 degrés Celsius. Et ça, c'est la science qui nous dit on ne veut pas aller au-delà de 2 degrés Celsius parce qu'il y aura une augmentation des événements extrêmes, les sécheresses, les canicules, les tempêtes, les inondations, la fonte des glaciers, l'augmentation du niveau de la mer. C'est clairement documenté qu'on a besoin de notre forêt. Et actuellement, encore une fois, c'est préoccupant. Oui, le Brésil. Encore une fois, le gouvernement est problématique, mais c'est au niveau international. 30 d'ici 2030, 30 Là, l'attention est protection. dirigée vers le Brésil, mais c'est un problème que l'on vit à l'échelle planétaire. Et tous les pays sont poussés actuellement parce qu'on sait qu'en 2020, il y aura une entente internationale pour la biodiversité, un peu comme pour l'accord de Paris sur le climat. Et les pays sont appelés à protéger au moins 30 du territoire d'ici 2030. Ça, c'est autant le territoire terrestre que le territoire aquatique, parce qu'évidemment, il y a des impacts avec la surpêche et l'utilisation des océans également. Mais ce 30 %-là, on sait que la science nous dit probablement qu'il faut aller à 50 de protection pour s'assurer d'une protection de la biodiversité. Et c'est là qu'on est rendu. On a déjà des objectifs pour 2020. C'est 17 du territoire pour le Canada et le Québec. On n'est pas en voie d'atteindre ces objectifs-là. Et là, on sait qu'il va falloir aller beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Bruno Auclair nous appelle de Saint-Étienne de Bolton. Bonjour, Monsieur Auclair. Bonjour, Madame Davo. Bon, vous en pensez quoi? Bon, moi, je suis inquiet, oui, c'est vrai. Mais c'est pas exclusif. Moi, ma plus grande inquiétude n'est pas strictement le Brésil. OK. Parce que ici au Québec, c'est quoi la politique des villes? Exemple, Montréal, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières. Quelles sont nos politiques pour reverdir les rues? Planter des arbres à tous les 15 mètres de chaque côté. C'est quoi la politique? S'il y en a, je n'ai jamais entendu parler aux nouvelles, parce que j'écoute les nouvelles, ça fait 60 ans que j'écoute les nouvelles. On n'en a pas. C'est quoi la politique? J'aimerais bien connaître la politique. S'il y en a une, je voudrais lui dire quelque chose. Plantez pas juste des freins, hein, parce que c'est pas bon. Je vais avoir l'opinion de votre invité. Ben, merci beaucoup, Monsieur Auclair. Je serais bien embêtée de vous répondre, mais il s'en fait. Il y a quand même des politiques de reverdissement, de verdissement dans les villes. C'est pas uniquement au niveau provincial et au niveau des gouvernements fédéraux qu'on fait ça. Bien, on en voit de plus en plus, en effet. Et quand on parle des engagements actuellement de protéger 17 du territoire, ce qu'il faut faire, c'est protéger aussi les différents types d'écosystèmes. Donc, pas juste mettre 17 de protection dans le Grand Nord, par exemple, ou dans le nord de la forêt boréale, ce qui n'est pas le cas actuellement d'ailleurs, là, mais s'assurer que ça représente tous les écosystèmes. Montréal, par exemple, veut justement créer un grand parc dans l'Ouest, une politique d'augmenter le nombre, la canopée qu'on appelle, donc
quelques couverts forestiers. Il faudra aller encore plus loin, mais la Ville de Montréal est en train d'essayer d'influencer au niveau international les autres villes. Mais ça prend aussi les gouvernements supérieurs qui aident. Donc, ça prend le gouvernement du Québec qui s'assure d'avoir justement une gestion forestière, ce qui n'est pas le cas actuellement, qui permet de respecter ces objectifs-là. Ça prend également le gouvernement fédéral qui vient aider dans ses politiques. Et quand on parle de politique, c'est évidemment politique de protection de la forêt, mais aussi, je parlais au niveau de la consommation de viande, qu'on sait que c'est un problème, que c'est lié à la déforestation. Il faut que nos gouvernements soient cohérents dans leur politique d'achat, par exemple, dans les messages qui sont envoyés autant au niveau municipal que provincial que fédéral. Les feux de forêt en Amazonie, est-ce que la situation vous préoccupe? On a vu ces images qui se sont multipliées dans les médias, sur les réseaux sociaux. Ça fait quelques semaines que la situation dure, mais là, vraiment, il y a eu une montée d'indignation sur les médias sociaux, également à travers les médias traditionnels. Donc, avec nous pour interagir avec vous, gens du public, sur le plateau, Patrick Bonnin de Greenpeace. À nouveau, bonjour, Monsieur Bonnin. Bonjour. On va filer comme ça jusqu'à 13h30 et on va prendre quelques appels en rafale parce que vous êtes nombreux au bout du fil. Adrien Asselin nous appelle de Hawkesbury, en Ontario. Bonjour, Monsieur Asselin. Bonjour, Mme Darvaux. Bonjour, Monsieur Bonnin. Bonjour. Je suis vraiment attristé, mais je suis quand même heureux de pouvoir partager quelques instants avec vous. Allez-y. En 1989, je me suis trouvé au Brésil pendant quelques semaines, et particulièrement en Amazonie, parce que j'étais au courant de la destruction de l'Amazonie à cette époque-là, et ça m'a inspiré les plus grandes œuvres. Alors, si les gens vont sur Facebook, vous êtes un artiste. On peut voir ces œuvres-là. Mais c'était vraiment tragique d'avoir vécu ces moments-là, cette souffrance, et de voir ces œuvres morts. Puis, ce que je souhaiterais aujourd'hui, c'est que l'ONU, qui a été fondée en 1945, avait 4 buts. Et j'aimerais que l'ONU se penche là-dessus et peut-être faire un 5e objectif. Ce serait de former une équipe internationale de tous les pays, et que ce soit simplement des pompiers qui viennent à la défense, qui puissent arrêter les feux et que ça puisse se faire en ce moment et ne pas laisser continuer les choses se continuer. Une force de l'ONU des casques bleus du feu, finalement. Oui. Et qu'on leur donne leurs moyens d'agir. Ils ne devraient pas agir après le feu, mais pendant le feu. Merci beaucoup, M. Asselin. Voilà une suggestion. Marie-Claude Lavoie nous appelle de Québec. Bonjour, Mme Lavoie. Oui, bonjour. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aimerais apporter un point. Moi, le Brésil, c'était, moi aussi, j'ai séjourné un pays coup de cœur. Ah oui. Et puis, c'était sous le régime Lula, la gauche, qui avait plus de prise de conscience parce que les Brésiliens sont un peuple très fier et surtout très généreux, très hospitalier et une grande chaleur humaine. Et ils ont, ce que je voulais apporter, c'est que c'est, en plus d'une perte de biodiversité, peut-être préciser que toutes les racines de nos médicaments qu'on achète en pharmacie ont une origine la plupart du temps reliées à l'Amazonie, avec les plantes d'origine racine du médicament. Et au Brésil, moi, j'allais chez l'apothicaire me faire des concoctions à partir des plantes à l'état naturel. Et on ne connaît pas encore le potentiel insoupçonné de plusieurs de ces petites plantes-là, qui sont une richesse pour pouvoir sauver des vies humaines, avec des maladies encore à faire beaucoup de recherches, à essayer des nouvelles solutions, des nouvelles avenues. Puis je trouve que ça, c'est important à mentionner parce que c'est très alarmant de savoir qu'on est en train de perdre notre garde-manger de médicaments futurs. Et puis, ce que je voulais dire, c'est partout le même problème sur la planète. Tantôt, on faisait référence aux forêts en Méditerranée, sauf que moi, pour avoir séjourné aussi en Méditerranée, je peux dire en Espagne, Portugal, Italie, ce ne sont pas des forêts. C'est bon pour le poumon, l'oxygène, l'équilibre, empêcher le réchauffement climatique, le modérer tout de même. Mais il n'y a pas de racines de médicaments dans la Méditerranée comme on a c'est unique au monde en Amazonie. Puis moi, je connaissais une femme qui était garde forestier et puis elle me parlait que
tous les arbres de la planète, les plantes de la planète, ils sont tous représentés au Brésil parce qu'ils ont une diversité climatique du nord au sud extraordinaire. Alors, le Brésil en soi, qui perd un des 3 plus grands poumons de la planète, c'est catastrophique, mais pour les médicaments aussi. Et de dire que moi, je crois pas qu'envoyer de l'argent, ça change grand-chose parce que on va pas se leurrer, c'est les multinationales, que ce soit les minières, que ce soit les pâturages de bovins, que ce soit les élevages végétaux, ce sont les multinationales qui mettent les incendies, qui font naître les incendies pour gagner du terrain. Puis je trouve que la droite au pouvoir qui pointe les ONG, j'ai trouvé ça très déloyal. Cette ça semaine, m'a rappelé Trump Nation à côté qui pointe du doigt, qui sont dans le déni avec le réchauffement climatique, avec l'environnement, et puis qui veulent retourner au charbon. Alors, je trouve qu'on a un examen de conscience à faire avec les dirigeants des grandes puissances mondiales et peut-être d'avoir des conséquences par rapport aux gestes criminels qui sont posés. Il faudrait peut-être faire en sorte que l'omerta tombe parce que les Autochtones là-bas, les Indigènes, les Indios, ils ont peur aussi, hein, parce que les vies humaines là-bas sont massacrées si on parle. Alors, il y a beaucoup de génocides de ces peuples-là aussi. Hein. Il faudrait dire les vraies choses. Je crois pas que c'est le niveau de... C'est pas l'argent qu'on peut envoyer qui va amener une solution, mais c'est les répercussions de ces multinationales-là qui ont... Madame Lavoie, je dois vous interrompre parce que le temps file et il y a beaucoup de monde, mais on vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous appeler et de nous avoir également partagé donc cette richesse médicinale parce qu'on sait qu'effectivement, il y a 50 à 70 % de la biodiversité qui se trouve dans la forêt amazonienne. Donc voilà, des points de vue quand même assez intéressants. On soulignait effectivement la richesse de ce territoire-là, M. Bonnin. Non seulement du territoire, mais aussi des connaissances autochtones, justement, qui, encore une fois, on les appelle souvent les gardiens de la forêt, qui vivent depuis des millénaires à protéger, à survivre de cette forêt-là, à apprendre également, autant au niveau des connaissances au niveau des plantes, mais également au niveau de la biodiversité. Et on a également d'autres phénomènes comme le biomimétisme, où on apprend justement des structures, des molécules, des fonctionnements au niveau des animaux, et on connaît encore très peu au niveau de la biodiversité. On découvre encore des espèces. Et là, ce qu'on sait, c'est qu'on est en train d'en perdre un taux qui est de 1000 à 10 000 fois plus rapide au niveau de la perte de biodiversité comparativement à l'évolution normale. Donc ça, c'est extrêmement préoccupant parce qu'une fois qu'une espèce disparaît, elle ne revient plus, on ne peut plus la réinventer. Et ça, évidemment, lorsqu'on a le cœur presque de la biodiversité en Amazonie qu'on voit disparaître en flammes, évidemment, ça prend de nombreuses années avant de recréer ces environnements naturels. Et ça, c'est problématique. Patrick Bonnin de Greenpeace, vous étiez avec nous pour interagir avec les gens du public. On vous remercie beaucoup de vous être déplacé.